Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 13h. Vous le savez, l'information à la mi-journée, c'est bien sûr sur VIA TV. Et l'information à la une pour ce mercredi 23 septembre, ce sont bien sûr les opérations de démoustication qui se poursuivent. Opération coup de poing ce matin à Saint-Joseph, dans le cas de la lutte contre l'épidémie de dengue, au programme destruction de gîtes lavaires. Les VHU, véhicules hors d'usage, sont des sites idéaux pour la reproduction des moustiques et certains ont été identifiés pour être enlevés. Loïc Régis et Jean-Marc Dabreux. Polluant pour la nature et responsable de la prolifération du moustique. Les véhicules laissés à l'abandon sont plus que jamais dans le collimateur des autorités. À Saint-Joseph, l'enlèvement des VHU est devenu une priorité. Plus d'une quarantaine de véhicules concernés. On ne peut pas tous les enlever parce qu'ils ne sont pas tous considérés comme des VHU. Là aujourd'hui nous en avons à peu près une vingtaine de véhicules et puis nous allons continuer, ce n'est qu'un début. L'opération coup de poing entamée à Rivière-Lor doit se répéter dans d'autres quartiers de la commune. Une fois enlevées, les carcasses seront déposées dans des centres agréés. Au-delà de tout ce qui est ferraille qui sera refondu, on aura aussi des pièces qui vont être réutilisées, donc notamment pour les centres VHU qui ont l'activité de casse auto à côté. Les VHU sont ainsi éloignés des habitations, une action salutaire en pleine campagne de sensibilisation contre la dengue. Et du nouveau concernant l'annulation de la Foire Expo de Dillon, le président de la société organisatrice de l'événement vient d'être débouté par le tribunal administratif de Fort-de-France. Il avait saisi en référé au motif d'atteinte, notamment à la liberté d'exercer une activité économique. Après la décision de la préfecture d'annuler l'événement seulement 8 jours avant l'ouverture. Pour la société organisatrice, l'annulation de l'événement représente 600 000 euros de pertes sèches et jusqu'à 5 millions d'euros estimés pour les exposants, dont certains réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel lors de cet événement. Pour l'instant, l'organisation n'a pas décidé si elle allait faire appel de cette décision. Elle a sollicité une entrevue avec la préfecture, pour l'instant restée sans réponse. Au chapitre justice, cette session d'assises du mois de septembre s'achève par une sordide affaire de viol aggravé. Dans le box des accusés, Gianni Belloni, un homme de 34 ans qui aurait enlevé et abusé de 5 jeunes femmes entre mars et août 2016. Dans ce procès qui se tiendra à huis clos, l'accusé n'est pas un inconnu de la justice. Gianni Belloni a en effet déjà eu affaire aux autorités judiciaires pour des violences intrafamiliales et des viols commis sur des ascendants. Ce mercredi, seulement 3 victimes feront face à leur agresseur. On poursuit ce chapitre judiciaire avec du nouveau dans l'affaire Kéziane-Huissier. L'enquête sur les violences policières qui se sont déroulées en juillet dernier devant le commissariat de Fort-de-France progresse. Le plaignant a été entendu à la gendarmerie de Saint-Pierre par les inspecteurs de l'IGGN hier pendant plus de 6 heures. Des militants rouges, verts, noirs sont restés durant toute la durée de l'audition afin d'apporter leur soutien au jeune homme. Tout s'est déroulé pacifiquement. Et donc on poursuit avec Corsair. Selon le site Challenge, un changement d'actionnariat est en vue chez Corsair. La compagnie aérienne est en difficulté financière aggravée depuis la crise sanitaire. Actuellement, elle opère des vols dans les Antilles, la Réunion et l'Hexagone, une activité que l'État et les collectivités locales souhaitent maintenir. Éclairage de Jean-Marc Dabreux. Corsair sortira-t-elle de la zone de turbulence? Oui, à en croire le site challenge.fr. Des entrepreneurs antillais aidés par l'État et le département de la Guadeloupe seraient en passe de prendre la main sur l'actionnariat de la compagnie. En difficulté financière accrue depuis la crise Covid. Corsair n'échappe pas au problème de trésorerie. Un prêt garanti par l'État lui a été refusé, à la différence d'Air France. Mais depuis, le gouvernement envisage d'engager des fonds publics pour compléter le tour de table. Les négociations sont toujours en cours avec le propriétaire actuel, un groupe allemand, avec 1,2 million de passagers et 470 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. L'avenir de Corsair est vital pour l'outre-mer. Joint ce matin, la direction de la compagnie ne souhaite faire aucun commentaire sur ce possible changement d'actionnariat.
Et ce mercredi 23 septembre, la direction du Grand Port Maritime de la Martinique a tenu une conférence de presse lors de laquelle le président de la collectivité territoriale, M. Alfred Marie-Jeanne, s'est exprimé au sujet du projet stratégique du port 2020-2024 qui prévoit la réalisation d'investissements pour plus de 120 millions d'euros dans le but de développer le secteur des marchandises, des passagers, de l'industrie navale, mais aussi pour engager la transition énergétique. Précision de Loïc Régis. Au chapitre de la lutte sociale, la mobilisation syndicale se poursuit contre le plan social à Madiana. Ce dernier prévoit un licenciement de 8 salariés et de 3 modifications de contrat, ce qui implique 11 personnes sur les 21 salariés de l'entreprise. La direction évoque une situation économique catastrophique, aggravée par la période du confinement. Les précisions de Thomas Belmel, directeur d'exploitation de Madiana. Nous avons toujours été très ouverts au dialogue. Nous n'avons jamais refusé une réunion d'échange pour construire. Donc nous avons été surpris d'apprendre par la presse que nous étions en conflit. Les raisons qui poussent à ces transformations sont très simples. Vous savez, nous avons une activité congrès qui perd beaucoup d'argent depuis de nombreuses années, à hauteur d'1 million d'euros. Donc ça fait de nombreuses années que nous compensons ces pertes chaque année. Et l'hémorragie, il était temps de l'arrêter. Donc il était nécessaire que nous entamions un plan de réorganisation. Vous savez, il est important de faire parler les chiffres. Les chiffres ont du sens et je vous dis que la situation est catastrophique. Il suffit de regarder les autres cinémas d'ailleurs à travers le monde et même dans certains pays comme en Angleterre, en Espagne, c'est encore pire que la France. Mais nous sommes à moins 65-70% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année et croyez-moi, c'est cataclysmique. Nous sommes toujours très ouverts, pour peu que ça ne soit pas sous la menace, mais nous sommes toujours très ouverts à un échange constructif, apaisé, pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Nous avons mis en place un plan d'accompagnement et nous avons mis en place un plan d'accompagnement individuel pour chaque personne, parce que ça fait des années que nous travaillons ensemble, donc il ne s'agit pas de se dire au revoir comme ça brutalement, mais il s'agit qu'il y ait un accompagnement et cela est absolument nécessaire et nous y tenons beaucoup. Ces précisions ont été recueillies par Loïc Régis. Notre invité du jour en direct, c'est Philippe Pierre-Charles, représentant du syndicat CGMT. Vous considérez que le plan de restructuration est injustifié? Pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons? Oui, il est tout à fait justifié. Bon, la nouveauté, c'est que nous avons eu un contact téléphonique avec Madame Élysée. Bon, elle communique bien. Maintenant, c'est pas tout dit communiquer, il faut parler. C'est-à-dire, il faut discuter au fond, les problèmes qu'a posés. Et pour le moment, sa vision des choses ne correspond pas à la réalité que nous observons. On n'imagine pas la Martinique sans cinéma. On n'imagine pas la Martinique sans congrès, sans salon. Actuellement, il y a une publicité pour un salon qui se déroule bientôt. Et Madiana est dans une situation de monopole à ce sujet. Donc en réalité, lorsqu'une entreprise envisage de faire un nouveau cinéma, même si elle a l'air d'hésiter aujourd'hui, mais quand une entreprise envisage de faire l'acquisition d'un hôtel avec une salle de 400 mètres carrés où se tiendront des salons et des congrès, bon, on n'arrive pas à croire que ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Non, il faut qu'ils vivent ça sérieusement. Et l'espoir que nous avons, c'est que il y a une négociation, il y a une discussion sérieuse qui se fasse en présence de l'inspection du travail, c'est ce que nous souhaitons. Bon, évidemment, elle est mécontente qu'il y ait un préavis de grève qui a été déposé. Bon, la question qui est posée, c'est quel autre moyen on avait de passer d'une concertation dont la conception qu'elle a, c'est que, cause toujours, mais je vais faire ce que je veux, ne modifie rien de ses propositions, il faut maintenant qu'on passe à une situation de négociation. C'est ce que la CDMT et l'intersyndicale réclament dans cette affaire, c'est ce que les salariés veulent. Bon, elle a promis qu'à son retour en Martinique, il y aura ce contact. Bon, nous avons souhaité ça, nous parions pour ça, mais il faudra vraiment discuter sur le fond et chercher des alternatives à ce plan qui vraiment ne passe pas. L'opinion se demande d'ailleurs pourquoi cette situation. Personne ne comprend vraiment les choses.
Bon, on ne peut pas croire qu'on va accepter que la moitié du personnel soit carrément comme ça mis sur le carreau. Non, il faut chercher d'autres solutions, il faut imaginer autre chose. Et surtout que le sentiment qu'on a, c'est que le but de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est simplement de diminuer les frais du personnel, de changer ce personnel pour en mettre un que l'on va payer aux lance-pierres, des CDD, des précaires, des sous-traitants. Non, ça ne peut pas être accepté, même s'il y a situation de Covid, même s'il y a une difficulté passagère. Bon, il y a des moyens pour cette société de passer ce cap. Elle a été aidée par l'État. D'ailleurs, la création même de Madiana, c'est le résultat de subventions. Nous attendons d'ailleurs que l'ensemble des gens qui ont permis que cette structure fonctionne, posent également des questions, interviennent aussi dans le débat. C'est un élément finalement d'un patrimoine qui intéresse toute la Martinique, que ça ne peut pas être simplement un conflit entre quelques salariés et puis une direction. Il faut qu'une activité de cinéma existe en Martinique, c'est la seule qu'il y a en ce moment. Il faut que les congrès, les salons, tout cela puisse continuer à se tenir, et avec un personnel qui est formé, qui a l'expérience, qui a la motivation, qui a la volonté. Non, on ne peut pas croire que rien d'autre n'est possible que de liquider la moitié du personnel. Ça n'a pas logique, ça n'a pas qu'à passer. Et donc la population attend et les salariés attendent. Bon, nous espérons que le contact promis par Madame Élysée permettra d'avancer dans le dossier. En tout cas, les salariés sont toujours en attente de cette rencontre. Le préavis de grève n'est pas levé. Bon, bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'arrive pas jusque-là, mais elle peut aussi suspendre le plan et puis dire que, bon, on remet tout à plat et on discute. Donc le représentant de la CDMT. Merci beaucoup pour cet entretien. On poursuit ce journal. Vous le savez, chaque jour, les City reporters de Via TV plongent au cœur de nos communes pour nous faire vivre des expériences. Aujourd'hui, c'est Philippe Oligny qui nous propose l'ascension du Morne-Larcher en compagnie des jeunes du club Shelcher Natation. Au programme, préparation physique, solidarité et dépassement de soi. Un commentaire de Marlène Mec sur les belles images de Philippe Oligny. Un peu d'eau avant de partir à l'assaut du Morne-Larcher. Une vingtaine de jeunes et de parents du Shelcher Natation 2000 ont effectué leur marche de début de saison ce dimanche. C'est dur. Pas vraiment une promenade de santé, enfin, pas pour tout le monde. C'était bien, j'ai trouvé ça facile, je m'attendais à plus compliqué. C'était très dur au début, mais après on a commencé à prendre le rythme. Ça nous a permis d'avoir plus de cardio, enfin de travailler sur le cardio qui va nous permettre par la suite d'avoir plus d'endurance sur nos nages. C'est assez dur, mais ça nous incite à garder le mental. Par exemple pour des longues distances comme des 800, des 1500, c'était assez enrichissant pour la natation. Car pour les jeunes nageurs, il s'agit bien de reprendre la préparation physique, un objectif sportif pour cette randonnée qui permet aussi de resserrer les liens. Pour chercher une cohésion de groupe, bien entendu pour faire la préparation physique de nos nageurs, mais surtout nous avons des nageurs et des parents, donc nous formons un groupe uni pour commencer l'année. Il y a une sorte de dépassement de soi en fait. Voilà, moi au quatrième niveau, je me suis dit allez je redescends et puis j'ai une demoiselle là qui me dit non Hervé tu vas, voilà, tu montes. Quand tu nous disais que c'était pas dur l'entraînement, ben voilà, tu nous montres. Donc voilà, donc je trouve que c'est bien pour redémarrer une saison. En tout cas, il y a une sorte de dépassement de soi. Alors effectivement, tout le monde n'est pas à même niveau. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais c'est bien de faire un truc comme ça. Voilà, c'est enrichissant. Et au bout, pas de médaille, mais une magnifique vue. Chaque année, les jeunes nageurs de Shelcher Natation 2000 effectuent 4 randonnées sportives. Et la récompense à l'arrivée, c'est bien sûr cette vue unique dont sont si fiers nos amis diamantinois. Et on poursuit tout de suite avec notre point quotidien avec les pompiers de Martinique. Aujourd'hui, c'est le lieutenant Éric Mouquin qui nous informe. Alors, dites-nous, lieutenant Mouquin, quelles ont été les opérations qui ont marqué ces 24 dernières heures ? Alors, pour les 24 dernières heures, nous enregistrons une centaine d'interventions, plus exactement 105 avec, comme à l'accoutumée, une forte proportion pour ce qui est de l'assistance et le secours à personne.
Donc nous notons en particulier un début de noyade à Sainte-Luce qui concernait un enfant de 1 an, donc qui a pu être réanimé avant l'arrivée des secours, on va dire, par un voisin. Donc on peut dire qu'on a évité le pire. À ce propos, on ne cesse de rappeler que la surveillance est le maître mot de baignade, que ce soit en mer ou en piscine. L'enfant ne doit pas être quitté des yeux du début à la fin de la baignade par un adulte, même si il est équipé de bouées et de brassards. Notons également l'importance des gestes de premier secours, surtout en pareille circonstance, comme ce fut le cas pour cet enfant. Donc c'est ce que je voulais noter et je souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup et merci pour ces précieuses recommandations, lieutenant Mouka. C'est une très belle journée. Le monde du ballet est en deuil. Monsieur Théonore Caserus est décédé à l'âge de 90 ans. Ambassadeur incontournable de la culture traditionnelle, notamment du damier, il aura consacré une partie de sa vie à partager ses savoirs avec le plus grand nombre. On poursuit avec l'actualité nationale à la une. Agressée pour avoir porté une jupe, c'est Elisabeth, 22 ans, qui a été victime d'une agression vendredi dernier à cause de sa tenue vestimentaire. Malgré le traumatisme qu'elle a subi, elle a porté plainte et elle souhaite témoigner afin de dénoncer un climat jugé de plus en plus malsain et dangereux pour les jeunes femmes à Strasbourg. Son œil porte encore les traces de l'agression. Malgré le traumatisme qu'elle nous décrit, elle souhaite vouloir témoigner pour déclencher une prise de conscience. Elisabeth, 22 ans, explique avoir été frappée au visage après avoir été insultée, selon elle, à cause de sa tenue vestimentaire. Je passais, j'étais en jupe et 3 hommes arrivent face à moi. Et je vous raconte vraiment sans les détails. Ils me chopent par les bras et le 3e me donne un coup de poing dans l'œil et après ils s'en vont en courant. Agressée toujours selon elle pour avoir répondu à leurs insultes, des remarques et des gestes sexistes de plus en plus constatés par les femmes. Principale raison de ces comportements déplacés, les tenues vestimentaires. J'ai peur de mettre par exemple certaines tenues ou un short ou par exemple un t-shirt où on voit un petit bout de mon ventre pour peur de prendre des remarques. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde trouve presque ça normal et on ne réagit plus face à ça. Voilà, il faudrait essayer de trouver le moyen de rééquilibrer les choses. On a le droit de s'habiller comme on le souhaite. S'habiller librement, même si pour d'autres les tenues estivales sont parfois jugées un peu légères. Je veux dire, il y a des tenues quand on est à la plage, hein, on va se promener en maillot de bain, ça c'est normal, mais on ne va pas se promener en maillot de bain en centre-ville. Des comportements choquants et des remarques subies par les femmes, mais aussi dénoncées par les hommes. Elles sont propriétaires de leur corps et c'est tout à fait normal qu'elles puissent disposer de leur façon de s'habiller. Nous sommes des hommes, nous avons tendance à regarder un peu les femmes, mais de là à les laisser en insécurité, c'est pas normal. La jeune femme a porté plainte vendredi dernier, le jour de son agression. L'enquête de police cherche notamment à exploiter la vidéosurveillance. Et c'est une bonne nouvelle pour les papas qui souhaitent passer davantage de temps à s'occuper de leur bébé. La durée du congé paternité sera doublée à partir du 1er juillet 2021. Une période totale qui pourra s'étaler sur 28 jours. Une manière de soulager les mamans et de favoriser l'égalité homme-femme. Être un père et pouvoir profiter un peu plus de son enfant pendant les premières semaines de sa vie. L'allongement du congé paternité est une excellente mesure pour ce jeune papa. J'ai besoin d'être avec mon fils. Les hommes s'occupent de plus en plus de leurs enfants et c'est quelque chose de, je pense, très très important dans notre vie au quotidien de papa. De 14 jours aujourd'hui, le congé de paternité passera à 28 jours comme dans de nombreux pays européens. Un peu plus de sérénité en perspective. C'est bien, ça va pouvoir aider à créer un lien avec le bébé et puis à soulager maman un peu plus. Et puis on ne sait pas quoi, c'est le premier, donc il y a pas mal de choses qu'on découvre aussi tous les deux. Donc des fois on perd patience, donc l'autre prend la relève. Une très bonne mesure pour les nourrissons aussi, car le nouveau-né est capable dès le départ de créer des liens avec son entourage. C'est primordial, je pense que dans l'équilibre familial et dans l'équilibre de l'enfant, sa sécurisation, oui. C'est déterminant pour lui de pouvoir repérer affectivement, physiquement ses deux parents dès le départ, de façon équivalente en fait. Ce nouveau congé paternité aura aussi une part obligatoire.
Aujourd'hui, 2/3 des papas en CDI en profitent et seulement la moitié des pères en CDD. Quand ils reprennent le travail très vite, ça peut être aussi difficile pour le papa, effectivement, de rentrer le soir épuisé, de devoir seconder une maman qui elle-même est fatiguée par la journée. Financée par la Sécurité sociale pour un coût de 500 millions d'euros, la mesure entrera en vigueur en juillet prochain. Et un peu de légèreté dans l'actualité. En Haute-Vienne, les commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat se sont tous mobilisés pour dynamiser leur ville. Ils ont lancé une initiative originale en créant leur propre Koh-Lanta en référence au jeu culte et s'affrontent dans la bonne humeur mais avec beaucoup de sérieux. Voici notre petit totem qu'on a décidé de coiffer parce qu'il était chaud. Et comme dans le vrai Koh-Lanta, le totem est offert aux vainqueurs de certaines épreuves. Bienvenue dans les rues de Saint-Léonard-de-Noblat, ville de 4000 habitants où les commerçants participent au célèbre jeu télé dans une version revisitée. Voilà, donc Denis va vous délivrer le message. Salut. Hop. Il s'appelle vraiment Denis? Non. Vous êtes les 2 équipes restantes de ce Koh-Lanta Saint-Léo. Filmée puis diffusée sur Internet, l'émission permet de redonner le sourire dans une période compliquée. C'est un format très facile à partager. Le lien, le vendredi soir, on le partage à toute la famille, aux amis, etc., sur les pages de boutique. Et donc, du coup, ça a déjà entraîné de la dynamique. Aujourd'hui, les 2 dernières équipes en lice, les rouges et les verts, s'affrontent lors de la mythique course d'orientation. On cherche la balise pour nous donner l'indice pour avancer. Devant l'école, là-bas. Peut-être devant l'école. Alors on y va. Une épreuve pour s'amuser, mais loin d'être facile pour Aurélie, employée dans un magasin de bricolage. On connaît la ville, mais sur les plans, c'est plus compliqué en fait. C'est la jungle en fait. C'est ça, c'est la jungle de Saint-Léo Koh-Lanta. Les vainqueurs du jour, eux, remportent leur première victoire de la saison. Et voilà, encore les rouges, ils ont prouvé leur victoire. Mais pour les commerçants, qu'ils soient boulangers, primeurs ou vendeurs de téléphone, c'est avant tout l'occasion de se mobiliser tous ensemble pour leur ville. On s'entend tous bien, on rigole ensemble, donc oui, ça marche. Une cohésion d'équipe au travers de défis devenus cultes. Celui des insectes était pas mal non plus. Je m'étais bien préparée quand même à l'épreuve. Je m'étais un peu anesthésiée avant, du coup c'est passé comme une lettre à la poste. Même aussi avec un peu de maillot, ça aurait été mieux. Des aventures suivies par les habitants et qui font parler de la ville. Ah ouais, c'est pour les rouges, moi. C'est vraiment quelque chose de convivial et vraiment très sympa. Moi, Koh-Lanta, c'est pas ça, c'est pas Saint-Léo, et c'est vrai que je trouvais ça rigolo, quoi, de s'affronter comme ça entre équipes. Après 13 épisodes, la grande finale aura lieu le 9 octobre lors d'une épreuve encore secrète, mais qui devrait elle aussi marquer les esprits. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous laisse bien sûr en compagnie des programmes de VIA TV. Rendez-vous à 18h30 pour un Tchèpeia avec Régine Germani, suivi par le journal de Jean-Marc Dabreu. À ce soir.